Le Grand Hôtel de l'Indépendance, Novotel, sera bientôt rénové. La question a été au centre des entretiens entre le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le directeur général de Accor, chargé de l'Afrique, Océan Indien et Caraïbes. Comment renouer le fil du dialogue? La question est au cœur des préoccupations du Collège des facilitateurs. Saïd Zinit et son équipe ont échangé ce mercredi avec le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana sur les possibilités de relancer le dialogue politique. Les préparatifs de la fête de l'indépendance à Zérékouré vont bon train. Les grands chantiers ouverts à cet effet suscitent de l'engouement chez les populations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 26 juin 2013. Ce journal s'ouvre sur des décrets du président de la République. Décret portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er, M. Ali Yané, précédemment secrétaire général du ministère d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, est nommé ambassadeur représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Suisse. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 26 juin 2013, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dans les pays ci-après. 1. Malaisie, Dr Alpha Diallo, précédemment secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. 2. Cuba, Madame Hawa Diakité, précédemment conseiller à l'ambassade de Guinée au Canada. 3. République islamique d'Iran, Monsieur Bengali Yarabi, ancien chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères. 4. Royaume-Uni de Grande-Bretagne, M. Paul Goa Zoumaningui, précédemment fonctionnaire international. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 26 juin 2013, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a reçu ce mercredi en audience le directeur général du consortium Accor, chargé de l'océan Indien et des Caraïbes. Les entretiens ont porté sur les travaux de rénovation du Grand Hôtel de l'Indépendance, Novotel. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. Au menu de ces discussions entre le président de la République et le directeur général de la société Accor, chargé de l'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, la rénovation de l'hôtel Novotel. Pour ce projet, il y a encore un peu de chemin à faire sur de la restructuration financière, mais également aussi la levée de capitaux pour pouvoir travailler sur cette rénovation, pour laquelle d'ailleurs nous avons déjà entamé des projets qui aujourd'hui sont visibles sur les chambres, sur la restauration, les parties communes. Pour Fabrice Moni, le projet de rénovation du nouveau hôtel avance à grands pas. Donc c'est un projet qui avance et qui est en cours et pour lequel nous avions une réunion de points à date avec le président, puisque c'est des sujets que nous avions déjà évoqués précédemment. Les jours à venir, Fabrice Moni entend ainsi engager les travaux de rénovation du nouveau hôtel pour répondre favorablement aux attentes du président de la République dans le domaine de l'hôtellerie. Le processus du dialogue politique au centre des entretiens entre le Premier ministre et le Collège des facilitateurs, Mohamed Saïd Fofana et Saïd Zinit, ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour renouer le fil du dialogue. On écoute le facilitateur de l'ONU au micro de notre reporter Yaya Silla. Merci beaucoup. On vient d'avoir une séance de travail en tant que facilitateur avec mes collègues. Le professeur Silla et le président Somparé, avec le Premier ministre et un certain nombre de ses ministres. Nous avons évidemment évoqué les efforts que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines en tant que collège des facilitateurs pour faire avancer le dialogue. Sur la base des conclusions de la réunion du dialogue du 5 au 9 juin,
Nous avons fait part au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui l'accompagnaient d'état de la mise en œuvre des points sur lesquels il y a eu un accord total pendant le dialogue. Nous avons également évoqué les questions qui étaient encore en suspens et qui exigeaient d'autres consultations. Donc nous avons fait le point sur ces questions et nous avons envisagé la suite de la situation. Et nous avons, de ce point de vue, bénéficié de toute la coopération du Premier ministre et des membres du gouvernement. Nous avons eu une séance de travail très fructueuse. Et nous sommes aujourd'hui très confiants dans les possibilités de reprendre le processus du dialogue avec, je crois, suffisamment de raisons de penser que la Guinée aura bientôt de bonnes nouvelles par rapport au processus électoral et nous allons maintenir le contact avec toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré la CENI hier, nous allons encore reprendre langue avec eux, mais surtout avec les partis politiques. Nous avons rencontré ce matin la mouvance et l'opposition et nous avons appelé les uns et les autres à s'inscrire résolument dans l'esprit du dialogue et d'anticiper et de se préparer à une issue heureuse du dialogue à travers un accord et de commencer à se préparer. Chacun, en ce qui le concerne, la CENI doit pouvoir anticiper, préparer, mobiliser. Les partis politiques doivent se préparer à cette échéance. La communauté internationale doit également se préparer parce que la communauté internationale doit soutenir, donc on doit s'inscrire dans cette optique et le gouvernement aussi, ce que nous avons évoqué avec le Premier ministre et nous avons eu des assurances au niveau du Premier ministre et de ses ministres que tout ce qu'ils pourront faire pour faciliter la tâche des facilitateurs, ils le feront et pour faciliter le dialogue. Dans le même registre, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, fonctionne au rythme du processus électoral. Le commissaire chargé de la communication précise l'évolution des programmes de l'institution. On écoute Yero Kondé au micro de notre reporter Saïdounman Diallo. Après notre plénière du 21 juin, on puisse parler aujourd'hui du chronogramme du 28 juillet. Nous sommes dans la logique de préparation des fondamentaux du processus électoral, dans la logique de préparer un fichier électoral auquel tout le monde accordera sa confiance. Nous sommes dans la logique d'avoir des candidats inclusifs, ça veut dire que tous les partis désireux d'aller à ces élections vont envoyer leur dossier de candidature. Cela veut dire que nous allons avoir des bulletins de vote comportant l'ensemble des partis candidats aux élections. Cela veut dire que nous allons avoir des bureaux de vote qui ne seront pas situés à plus d'1 kilomètre des électeurs. Promouvoir le développement économique par le commerce, c'est le thème choisi par la Banque africaine d'import-export pour présenter au privé guinéen les possibilités de financement du secteur. Une rencontre a eu lieu mardi à Novotel à propos, mais elle a regroupé les représentants des entreprises et sociétés. Compte rendu signé Boubacar Ba. La Banque africaine d'import-export, en partenariat avec le gouvernement guinéen, actionnaire et membre fondateur de cette institution bancaire, a lancé hier une vaste campagne d'information et de sensibilisation des privés guinéens et étrangers pour une meilleure connaissance des domaines d'intervention de cette banque qui finance le commerce africain. Opérationnelle depuis 1994, avec un capital de 750 millions de dollars, cette institution financière panafricaine, dont la vocation est de renforcer et promouvoir le partenariat public-privé par le financement de gros projets porteurs de croissance, a réalisé des progrès importants ces 20 dernières années. En 2012, par exemple, les prêts ont atteint les 3,2 milliards de dollars. L'objectif de cette rencontre, qui a mobilisé des représentants de plusieurs sociétés et entreprises publiques et privées, est d'attirer et identifier plusieurs opportunités de partenariat gagnant-gagnant par le biais de prêts bancaires. Je voudrais souhaiter que notre secteur privé, que les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, les associations professionnelles de banques, d'exportateurs, les sociétés minières, je souhaite que tous puissent profiter de cette rencontre pour renforcer leur capacité à soumettre des projets bancables au financement de l'Afreximbank.
Le représentant d'Afrexim Bank a saisi l'occasion pour donner d'amples informations sur les programmes et facilités de financement, les critères d'éligibilité et les procédures d'accès au crédit. On behalf of Afrexim Bank, I am pleased to welcome you to our first roadshow. Cette campagne que nous organisons ici en Guinée sera vraiment en fait fructueuse et permettra surtout de vous familiariser avec les conditions d'éligibilité ou d'accès en fait à nos produits et services compte tenu du potentiel important de financement que nous observons ici en Guinée. La Banque africaine d'import-export, qui compte à ce jour 34 États membres, est disposée à offrir des financements pré- et post-exportation directement aux entreprises ayant au moins un capital de 10 millions de dollars, comme le secteur minier, les infrastructures, l'énergie, le négoce et tant d'autres. Dans l'actualité encore, l'atelier de développement professionnel des femmes journalistes a ouvert ses travaux à Conakry, organisé par Shelford Ground, en partenariat avec l'Association des professionnels africains de la communication APAC. Cette rencontre a connu la participation de nombreux professionnels des médias. Cheikh Sanko reportage. Financé par l'Union européenne, cet atelier est organisé par Shelford Common Ground à l'intention de l'antenne guinéenne de l'Association des professionnels africaines de la communication APAC. Aujourd'hui, nombre de femmes embrassent le métier avec courage et détermination, même si le nombre paraît quand même dérisoire encore dans nos rédactions. Le constat est fait dans les attributions des rôles entre femmes et hommes, tout comme dans la répartition des sujets de reportage sur des thèmes politiques, économiques, scientifiques, juridiques et ou de guerre, ou des choix à risque. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet, les radios guinéennes au service d'élections législatives, participatives, transparentes et crédibles, est un atout pour les journalistes féminins à être utilisés au même titre que leurs confrères. Les femmes qui évoluent dans le métier sont à féliciter. Il faut porter une attention particulière sur la nécessité d'en augmenter le nombre. Je voudrais prendre l'engagement au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Premier ministre, donc du gouvernement, que tout sera mis en œuvre pour que les accompagnements nécessaires soient possibles. 2 jours d'activité sur les techniques de communication pour la consolidation de la paix en période électorale. Les conseils pratiques sur comment faire la communication efficiente et autres aboutiront à la rédaction des recommandations permettant de mieux cerner le déploiement des journalistes féminins sur le terrain. L'autre temps fort de cette édition, la route Komba-Boumenou sera bientôt réalisée. C'est dans le cadre du projet routier Labé Seredou Madina Gounas. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen avec l'appui des partenaires au développement à hauteur de 479 milliards de francs guinéens. C'est l'entreprise compagnie Géo-Ingénierie qui exécute le chantier pour un délai de 24 mois. Mohamed Touré signe ce reportage. C'est parti pour l'aménagement et le bitumage de la route Komba-Boumehoun et la bretelle d'accès à Gawal. La première pierre est posée ici à Kunsitel. C'est le deuxième lot du projet Labé Seriba Madina Gounas. Il fait 102 km, soit le tronçon le plus long du projet et le plus difficile à réaliser. Nous démarrerons les travaux avec un rythme normal. Nous déploierons sur le chantier un personnel compétent, des matériels en quantité suffisante afin de respecter la promesse que nous vous tenons aujourd'hui. L'aménagement de ce deuxième lot permettra de réaliser 2 grands ouvrages, le pont de Komba et le pont de Bantala pour remplacer le bac manuel. Ces actions sont saluées par les populations et les autorités. En procédant en ce jour mémorable au lancement des travaux de bitumage de la route Kunsitel-Gawal, le chef de l'État et son gouvernement viennent d'apporter la preuve on ne peut plus éloquente de leur volonté de moderniser progressivement le réseau routier de la préfecture de Gawal. Je me réjouis très sincèrement une fois de plus et j'en suis très honoré de participer en tant qu'acteur à la mise en œuvre du projet de société du professeur Alpha Condé
président de la République de Guinée, en matière de travaux publics, à travers le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de cette route de liaison historique que le Sénégal et la Guinée ont tant souhaité pour le raffermissement des relations séculaires qui ont toujours existé entre leurs populations respectives. Une fois terminé, ce projet permettra aux populations d'oublier les calvaires vécus. Une autre action à l'actif du gouvernement guinéen. Je vous le disais en titre, les préparatifs des festivités du 55e anniversaire de notre indépendance vont bon train dans la région de Zérékouré. Les travaux de réhabilitation et d'extension des édifices publics se poursuivent. Les populations apprécient hautement ces actions du gouvernement. Suivez ce reportage de Moussa Bangoura et Mohamed Salioupaï à Zérékouré. Zérékouré se prépare à accueillir les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance. Partout dans la ville, des chantiers sont ouverts. Les travaux consistent en la réhabilitation et l'extension du bloc administratif préfectoral, la construction de la tribune, l'aménagement de la place publique, du centre artisanal, ainsi que la rénovation de la Villa Sili. Dans cette dynamique de rénovation des infrastructures publiques, l'inspection régionale de l'éducation, la bibliothèque régionale, le commissariat central de police et la gendarmerie sont également en chantier. Les entreprises locales exécutent les travaux. Je suis très content en tant que citoyen de la Guinée. Je vois les chantiers qui sont en bonne voie. Ça évolue, les travaux, les activités évoluent. Tout ce, vraiment, je suis dépassé de joie et nous avons l'espoir que ça va bouger avec monsieur le président de la République, le professeur Fakonde. Tout le monde est très content parce que dans certains chantiers, nous voyons même que certains travailleurs travaillent la nuit. Déjà, ça c'est déjà un engagement de la part des travailleurs. Et aussi, on voit que réellement, ce que le président avait promis, il a vraiment réalisé. Financés par le budget national de développement, les chantiers d'aménagement d'infrastructures de Zérékouré sont suivis par l'administration et contrôle des grands projets sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Juste après cette édition, vous suivrez une émission spéciale sur les grands chantiers à Zérékouré avec Tété Keita. Le projet Fistula Care s'achève cette année en Guinée, lancé depuis 2007. Ce projet a permis de prendre en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales. Ce mercredi, un symposium a été organisé à cet effet pour attirer l'attention des décideurs sur les acquis et les avantages liés à la promotion de la santé maternelle et néonatale. Sori de Kera, reportage. Instrument privilégié du ministère de la Santé dans la lutte contre la fistule obstétricale, le projet Fistula Care a permis la prise en charge de plus de 2000 femmes en Guinée. Il est implanté dans les centres de Kissidougou, Labé, Boké et la ville de Conakry. L'organisation de ce symposium consiste à partager les résultats du projet à quelques mois de la fin de sa première phase. Moi, je suis très fière du programme en Guinée. Alors, je félicite les maires de Kissidougou et Labé et Boké que les ressources qui viennent du marché appuient certaines activités pour la prévention de la fistule. Ça, c'est une très grande chose et montre que la communauté et aussi les autorités sont très engagées de voir la continuité de ces activités très importantes. La particularité de la fistule obstétricale réside dans la complexité de la réparation chirurgicale, mais aussi la stigmatisation sociale des victimes. Plus de 12 chirurgiens ainsi que des centaines d'agents communautaires ont donc été formés dans les domaines de la prévention et du traitement, de l'insertion sociale ainsi que de la gouvernance démocratique locale. Depuis 2007, l'USAID apporte un soutien financier continu à la prévention et à la prise en charge médicale et psychosociale des femmes victimes de fistules obstétricales. Grâce à ce soutien, ces femmes ont retrouvé la santé physique et morale, le sourire, la joie de vivre et l'espoir d'un lendemain meilleur. Je voudrais plaider très fortement pour que la mission de l'USAID en Guinée continue à nous apporter son soutien financier pour parachever l'immense œuvre accomplie par le projet Fistula Care. L'autre moment émouvant de ce symposium aura été le témoignage de Namfadima Kamara, guéri de la fistule, qui se souvient encore des moments de son rejet par sa communauté et qui est aujourd'hui un membre à part entière de la société. Bon,
Célébration ce mercredi de la journée internationale de soutien aux victimes de torture à Conakry. L'événement a été marqué par une conférence débat portant sur la problématique de la torture dans le droit positif guinéen. C'est le ministre de la Justice Garbesso qui a présidé la rencontre. Le reportage est signé de sergent Lamine Sanekamara, correspondant de la presse militaire. La journée internationale de soutien aux victimes de torture est célébrée en Guinée depuis 16 ans, conformément à la décision des Nations Unies. La célébration permet aux États de se pencher sur les droits des détenus. ONG et institutions internationales encouragent les pays à bannir la pratique de la torture. Je crois que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui nous sommes capables de nous mettre ensemble et de parler sans tabou des questions qui peut-être hier étaient des questions fâcheuses. Je crois que ça montre que le changement est quelque part en cours. La présente journée offre en effet à tous l'occasion de réaffirmer les droits inaliénables et la dignité de tous les hommes, de dénoncer ce fléau qu'est la torture, d'avoir une pensée pour ceux qui en ont été victimes et de rendre un hommage mérité à ceux qui luttent contre la torture et qui aident les victimes à surmonter leurs souffrances physiques et psychologiques. Un expert local a animé une conférence débat à l'occasion de cette journée sur le thème « La problématique de la torture dans le droit positif guinéen ». Ça a été pour nous l'occasion d'abord de passer en revue la notion de torture, d'expliquer aux participants ce que l'on entend un peu par torture, parce qu'il n'y a pas une définition très précise, puisque la Convention même de 1984 parle de torture ou de traitement, inhumain, cruel, dégradant. Donc nous avons, à partir de cette notion, nous avons essayé de cerner la notion de torture en mettant l'accent sur le fait qu'il s'agit d'actes qui infligent à une personne vraiment d'une douleur aiguë, tant sur le plan physique ou sur le plan psychologique. En organisant cette cérémonie, le ministère des Droits de l'Homme et le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée attirent l'attention sur la torture. Les forces de défense et de sécurité sont conviées à la célébration pour leur implication dans la lutte contre toute forme de violation des droits humains. L'autre célébration, c'est celle de la lutte contre la drogue sous le thème « Vivre sans drogue ». La journée a été marquée par les opérations d'incinération au kilomètre 36 de plus de 4 tonnes de cannabis et quelques kilos de cocaïne. Safiatou Kondé, notre reporter, reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Soutien aux actions du président de la République, les populations de Kéfina, dans la région administrative de Kankan, s'engagent à accompagner les idéaux du changement prônés par le professeur Alpha Condé. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée dans ce sens. C'était en présence du ministre d'État à la présidence, coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel. Suivez le reportage de ça à Maratolno. Du quartier Kéfina dans la ville de Kankan lisent le Saint-Coran et prient pour la paix et l'unité nationale. Nous avons organisé pour montrer au professeur Alpha Condé qu'à partir de l'instant que nous tous, nous supportons ce qu'il est en train de faire. Ces projets, nous les supportons à merveille. Reconnaissant pour les nombreux projets déjà réalisés par le gouvernement de la Troisième République, les populations de Kéfina ont dansé au rythme traditionnel mandingue pour manifester leur satisfaction. Un geste qui réjouit les autorités administratives et politiques. Enfin, Kankan est au grand complet parce que Kankan ne peut pas dire Kankan sans Kéfina. Quand Kéfina est là, tout Kankan est là, sans exception. C'est le plus grand bonheur du RPG Arc-en-Ciel. Que Kéfina adhère au RPG Arc-en-Ciel, c'est extraordinaire. Nous sommes contents, nous sommes heureux et franchement, Kankan est au complet maintenant avec Kéfina. Kéfina s'engage désormais à accompagner le professeur Alpha Condé pour la réalisation de son plan de développement. C'est pourquoi les citoyens de cette localité promettent d'œuvrer en faveur du renforcement du tissu social et de la consolidation de la paix dans l'espoir d'aboutir à un développement durable.
Dans l'actualité africaine, le président des États-Unis, Barack Obama, au Sénégal, il doit s'entretenir avec son homologue Macky Sall. C'est la première étape de son voyage qui doit le conduire en Afrique du Sud. Afrique du Sud, justement, où le père de la nation, Nelson Mandela, se trouve dans un état très critique. Des milliers de personnes prient pour lui, mais il y a peu d'espoir. Les chefs d'État et de gouvernement ont clôturé les travaux sur la piraterie, maritime au Cameroun. Le sommet de Yaoundé appelle à la mutualisation des moyens pour combattre la piraterie. Suivez ce reportage. Après 2 jours de travaux à Yaoundé, les 12 dirigeants des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest accordent leur violon. Ils veulent mutualiser leurs moyens financiers et militaires pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Mais d'ores et déjà se pose la délicate question de l'articulation des actions futures. Comment est-ce qu'on peut fédérer cet ensemble de moyens, par exemple dans le cadre d'un organisme sous-régional, la CEDEAO, la CEAC, et après, quel peut être le plateau de convenance entre ce qu'on a créé et avec maintenant les grands organismes internationaux, les grandes organisations internationales. L'approche collective de la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée devrait se traduire par le partage du renseignement, mais aussi par une harmonisation des textes législatifs et réglementaires des pays de la zone. À ces considérations d'ordre pratique s'ajoute une difficulté majeure. La difficulté qu'il y aurait, c'est que les pays de la côte ouest africaine, vous le savez, ce sont des pays pauvres, certains sont en voie d'émergence et cela pose des problèmes de moyens. Il faudrait donc réunir des fonds pour financer les opérations de lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Pour l'heure, les pays de la zone continuent d'appliquer des stratégies qui ont montré leurs limites en termes de résultats. Le Conseil de sécurité de l'ONU annonce le déploiement de 12 600 casques bleus à partir du 1er juillet. Cette force doit sécuriser le nord du Mali. C'est le premier élément des nouvelles sous forme de télégramme. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné mardi son feu vert au déploiement à partir du 1er juillet des casques bleus au Mali. Forte d'un effectif de 12 600 hommes, la MINUSMA absorbera la force panafricaine et permettra le retrait d'une partie du contingent français. Cette force doit sécuriser les principales villes du Nord Mali et aider à l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Il aura fallu attendre 4 ans et plusieurs actions en justice pour obtenir un commencement d'explication sur le crash de l'Airbus de la Yéménia le 29 juin 2009 au large des Comores. Le rapport final de l'enquête présenté à Moroni a conclu à la responsabilité de l'équipage, mais le document n'a été donné ni aux familles ni à la presse. Une opacité qui a mis en colère les familles des victimes qui appellent à manifester vendredi à Paris. Le crash a fait 152 morts. Seule une adolescente âgée de 12 ans a survécu au drame. Un mini-sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est a réuni à Kampala les présidents Museveni d'Ouganda, Kagame du Rwanda et Kenyatta du Kenya. Les 3 hommes sont convenus de prolonger un pipeline déjà existant vers Kampala et Kigali et d'en créer un nouveau entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Kenya, avec pour destination finale le port de Lamu. Les projets de carte d'identité régionale et de visa touristique commun ont également été envisagés. L'absence des autres pays de l'organisation n'a pas été justifiée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.